Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous le savez, les photos du télescope spatial James Webb ont été présentées ces derniers jours voilà, à l'international et dans la presse. Et donc, globalement, à peu près, le web écroule de ces fabuleuses photos. Effectivement, et donc globalement, voilà, vous avez vu 5 photos assez magnifiques du télescope spatial James Webb. À peu près toutes les chaînes YouTube ont fait leurs vidéos. Alors j'ai envie de me dire pourquoi pas moi, mais surtout avec le nombre de vidéos que je vous avais déjà sorties auparavant sur le télescope spatial James Webb, il est tout à fait logique quelque part de boucler un petit peu la boucle de ces différents épisodes. Donc on va d'ailleurs s'appuyer sur certaines choses que nous avons déjà dit, et vous pouvez retrouver tout ça dans la playlist Hubble et James Webb Space Telescope, où vous allez retrouver tous les épisodes en question. Mais en réalité, ce ne sont pas 5 photos qui ont été publiées à propos du James Webb, mais en réalité 15. Et je crois que nous sommes facilement passés à côté de pas mal de petites choses. Donc aujourd'hui, je vous propose ma petite analyse de toutes ces photos du télescope spatial James Webb. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre et en tout cas, quels sont les points peut-être sur lesquels on a encore quelques attentes vis-à-vis du James Webb et quels sont les trucs qui sont sacrément bien partis pour ce télescope et pour la découverte, voilà, pour une nouvelle étape dans la découverte de notre univers. Donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, sachez que la chaîne Astro, c'est une chaîne qui est consacrée à la pratique de l'astronomie amateur, et en même temps, on fait le lien, justement, entre l'astronomie amateur et l'astronomie professionnelle, et vous avez plus de 250 tutoriels sur ma chaîne pour apprendre l'astronomie dans tous les domaines, l'observation planétaire, du ciel profond, la photo, fabriquer un télescope, le solaire, le lunaire, etc. Vous avez plein de choses sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, le télescope spatial James Webb est décollé avec Ariane 5 le 25 décembre dernier. Et vous le retrouvez au-dessus à peu près à l'échelle. Donc voilà. Ça c'était juste pour la petite décoration et avec bien évidemment mon photostroke à côté de moi, télescope intégralement démontable. Donc je pense connaître un petit peu les problématiques de devoir démonter un télescope. Et puis par contre le monter à distance c'est encore plus compliqué. Donc effectivement, partons déjà de cette petite photo assez extraordinaire et très célèbre du télescope Hubble qui nous montre les piliers de la création dans différents domaines de longueur d'onde, en SHO à gauche, donc sulfure, hydrogène, oxygène, et à droite en infrarouge avec plein de petites étoiles. Et ça a été un des points de départ finalement du télescope spatial James Webb puisque l'objectif est d'aller voir des choses que l'on n'arrive pas à voir. Et par exemple, dans l'infrarouge, c'est pas toujours évident de travailler sur Terre, notamment à cause de la présence de l'oxygène et de notre, de notre atmosphère. On va aller rechercher pas mal d'éléments divers et variés dans la constitution des nébuleuses, des planètes, etc. C'est vraiment une des missions du télescope spatial James Webb. Donc ça, tout ça, on en a parlé. Et je rappelle un petit concept hyper important, la lumière n'est pas simplement une image XY qui nous montre une photo, mais la lumière, quand elle est décomposée par un prisme, donc pour former un spectre, contient énormément d'informations supplémentaires. On peut retrouver par principe d'absorption la présence d'un certain nombre d'éléments. Au départ, bien évidemment, les raies de Fraunhofer, mais il y a plein de raies comme ça qui nous permettent de trouver des choses. On est capable de détecter également qu'un objet s'éloigne de nous ou se rapproche de nous, justement par le décalage, le redshift de ces raies en question. Donc par exemple, si j'observe une galaxie assez lointaine, si elle s'éloigne de moi, eh bien les gaz qui la constituent, et typiquement justement l'hydrogène et l'oxygène, eh bien je vais pouvoir voir ce décalage. Et là, ça va être très intéressant, nous allons en parler. Là-dessus, sur des nébuleuses, par exemple, on est capable aussi de retrouver les différents éléments qui la constituent. On est capable, avec un coronographe, de pouvoir observer des choses à côté d'une étoile, et donc pourquoi pas analyser une exoplanète, une planète en dehors de notre système solaire qui gravite autour d'une étoile. Voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée des technologies que l'on est capable de mettre en œuvre aujourd'hui et qui sont embarquées dans le télescope spatial James Webb. C'est juste un petit condensé donc d'un de mes épisodes que je vous avais sorti sur justement comment voir l'invisible. Les domaines d'observation du James Webb, déjà on va tuer dans l'œuf, c'est une phrase que l'on entend souvent de dire James Webb remplace Hubble. Non, c'est faux.
James Webb prolonge la mission de Hubble dans un certain nombre de domaines. Il est capable d'observer à partir de la longueur d'onde orange jusqu'à l'infrarouge moyen, et il vient compléter finalement la gamme d'observation de Hubble dans le visible, dans un petit peu l'ultraviolet et un petit peu l'infrarouge, et le télescope spatial Spitzer qui est dans l'infrarouge lointain. Et il se retrouve exactement entre les deux, mais avec un diamètre énorme. Je crois que Spitzer faisait 83 cm de diamètre, Hubble faisait 2,40 m, et là on est sur un télescope qui fait 6,50 m, dont l'objectif est d'avoir à peu près le même pouvoir séparateur, c'est-à-dire la même capacité à discerner des détails que Hubble, mais dans l'infrarouge. Et en fait, plus on va dans l'infrarouge, moins on voit net. En fait, plus la longueur d'onde est longue, en fait, moins on a de pouvoir séparateur, donc de capacité à distinguer des fins détails. On est obligé d'augmenter le diamètre. Les domaines d'observation du télescope spatial James Webb sont répartis surtout sur la gauche. Là, vous voyez, vous avez toute cette partie-là, c'est l'infrarouge proche, vous avez le visible qui est là, et puis à partir de l'orange, ce que je vous disais, et vous avez MIRI qui est pour l'infrarouge moyen jusqu'à 30 micromètres, donc de longueur d'onde. Les différents instruments sont répartis les uns à côté des autres sur le plan focal de l'instrument, ainsi que les Fine Guidance Sensors qui sont retrouvent en bas ici. Fine Guidance Sensors qui servent donc au guidage de l'instrument. Et le reste va vraiment servir pour pouvoir faire le travail. Et puis en réalité, si on y regarde bien, par exemple, Near Infrared Spectrograph, NIRSPEC, est constitué de carrément 4 capteurs. Et NIRCam, vous avez un truc un peu bizarre dont je ne vous avais pas parlé dans l'autre épisode, et on va en parler aujourd'hui justement. Voilà à peu près la base. Donc la première photo qui a été diffusée, ça a été celle-là, qui a été diffusée déjà il y a 2 semaines, je crois. Il s'agissait d'une photo des Fine Guidance Sensors, justement, pour nous montrer un petit peu la capacité. Et là, c'est là où ça va commencer à complexifier un petit peu le jeu, parce que ces capteurs risquent de voir des galaxies, beaucoup de galaxies. Donc c'était une très bonne nouvelle, parce que ces capteurs sont absolument pas dédiés à faire vraiment de l'imagerie précise de ces galaxies, mais donnent des très très belles résolutions aussi. Donc on serait capable de les utiliser pour faire de l'imagerie. Comme vous le voyez, on est sur des fausses couleurs. Très très clairement, c'est juste un capteur monochrome, il n'y a pas de filtre devant. Et on est simplement, on vire progressivement vers le jaune, un peu le même genre de traitement que je fais quand on observe le solaire. Voilà, mais on va pas aller plus loin par rapport à cette photo-là, mais c'était quand même la première présentée. Donc les FGS, voilà. Et donc la première photo, c'est cette fabuleuse photo diffusée et présentée lundi soir par le président américain. C'est le First Deep Field, c'est-à-dire le premier champ profond. On repart finalement de ce que faisait Hubble, et c'est vrai que ces photos ont un petit goût de déjà vu, parce que en fait les photos qui ont été présentées cette semaine, ont visé des cibles qui avaient été visées par ailleurs par Hubble justement. Donc là-dessus, ce Deep Field là, nous montre beaucoup de galaxies, nous montre des galaxies qui sont déformées. Là ici, c'est vraiment assez intéressant. On est sur des dimensions de capteurs de 2048 par 2048, on va en parler, c'est un peu plus compliqué que ça. Une dimension d'image de 4537 par 4630 et 12h30 à peu près de prise de vue. En réalité, NIRCam qui a servi à faire cette photo, c'est plus compliqué que ça. Vous avez ici un filtre dichroïque qui vient, un miroir translucide dichroïque qui vient renvoyer certaines longueurs d'onde d'un côté, et de l'autre côté qui en laisse passer d'autres. Ce qui veut dire qu'on est capable en réalité, avec une seule source d'image, d'aller envoyer de la lumière vers un capteur et une autre partie de la lumière, une autre longueur d'onde de la lumière par l'autre capteur. Et vous avez des énormes roues à filtre. À partir de ce moment-là, on va être capable de travailler dans un infrarouge. Infrarouge proche mais plus proche du moyen, et un infrarouge proche, plus proche du rouge. Et c'est justement ce qu'on va mettre à profit pour faire cette photo. Donc voilà un peu le schéma de principe du truc. Donc en fait, si on y regarde bien, cette photo-là, c'est la combinaison de 6 longueurs d'onde prévues, de 6 filtres, et en réalité ça a été fait en globalement 3 par 3. En fait, vous avez tous les filtres que vous voyez là ici sur la droite, 3 filtres ici et 3 filtres encore ici, pour nous constituer cette image en fausse couleur. Et donc à chaque fois, chaque filtre correspond à une couleur un petit peu donnée, donc ça nous donne un bon étirement. Alors comprenez une chose, on regarde donc dans l'infrarouge. Pour quelque chose qui serait fixe vis-à-vis de nous, on verrait son infrarouge. Par contre, quelque chose qui s'éloigne de nous,
on a l'effet de redshift, de décalage de la lumière, et donc on voit ce qu'il a émis dans le visible, mais qu'on a reçu dans l'infrarouge. Donc le fait d'aller reconstituer une palette de couleurs comme ça, en jouant sur des filtres qui sont dans l'infrarouge, en fait nous permet de voir le visible de l'objet qu'on est en train d'observer. C'est pour ça que ces galaxies, pour un certain nombre d'entre elles, ont un aspect tout à fait normal. Et puis vous en avez d'autres qui sont très rouges, parce qu'elles sont très décalées dans le rouge. Et ce sont les galaxies en réalité les plus lointaines. Alors effectivement, NIRCam, il y a un truc à dire par rapport à ça, c'est que NIRCam c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc comme je vous l'ai dit, il y a ce filtre dichroïque qui permet de séparer la lumière en deux faisceaux. Et en réalité, vous avez des capteurs de longue longueur d'onde, en rouge, là, ici, deux très grands capteurs. Et vous avez deux groupes de 4 pour des plus petites longueurs d'onde. Et vous avez les dimensions des capteurs, vous avez des références ici. Et c'est pas strictement idiot, parce que je vous ai dit, plus on allonge la longueur d'onde, moins on a de pouvoir séparateur. Donc en fait, on fait des capteurs plus grands, avec des pixels, des photocites plus grands éventuellement. Et en recombinant en fait avec les longueurs d'onde courtes, on aura quand même une image qui aura de la netteté. Donc voilà. Mais donc on comprend que pour constituer notre image, en fait, c'est tout un travail de mosaïque, notamment parce que vous avez ces interstices ici, il va falloir les reconstituer. Comme on l'a dit, notre photo, en fait, c'est 2 fois 2040 par 2040 et 8 fois 2040 par 2040, mais avec des photocites plus petits. Et l'image fait 4537 par 4630. Donc en fait, on comprend en conséquence que ça a été tout un travail de mosaïque. Un truc assez dingue pour faire cette photo-là. C'est pas réellement une seule photo. C'est ça qu'il faut se dire. Et simplement, en 12h30 de prise de vue, c'est quand même énorme. Voilà la comparaison avec Hubble, qui avait fait cette même zone. C'est pour ça que ça ressemble. Parce que, justement, voilà, l'histoire des Deep Field Hubble, c'était de viser une zone où on n'avait jamais rien vu. Et de poser suffisamment longtemps. Hubble avait posé 10 jours, là on a posé 12h30 et on en voit beaucoup plus. Et c'est là que ça commence à devenir super intéressant. Alors ce que nous pouvons voir sur cette photo notamment, c'est ces traits-là. En fait ces traits, on voit d'ailleurs en plus de ça, qui sont finalement autour de cette masse diffuse qui est une galaxie. Cette galaxie est à 4 et quelques milliards d'années-lumière de nous. Et en fait ce sont des arcs d'Einstein. Dans certains cas très précis, ces arcs d'Einstein nous permettent en réalité de voir 2 fois la même galaxie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lumière est passée par 2 chemins différents. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et en utilisant justement NIRIS, donc Near Infrared and Stillness Spectrograph, si ma mémoire est bonne, eh bien, on a observé justement le spectre de ces 2 galaxies et on a vu que le redshift était exactement le même. Et comme on a presque une continuité entre les deux, on a bien compris que c'était exactement la même galaxie que l'on était en train de voir. C'est vraiment cette confirmation que l'on a là. J'étais justement un petit peu dubitatif quand je vous avais présenté, rappelez-vous, cet appareil, dans le sens où justement on allait risquer d'avoir des superpositions entre le spectre d'un objet et les objets d'à côté. Et en fait, vous voyez que ça marche très très bien et que ça nous a permis de pouvoir voir ça. Justement, alors peut-être qu'on était en train de faire avec une autre zone justement et de profiter des décalages entre les capteurs, vous voyez. Donc là, on était en train de viser là, mais on était en train de faire une autre partie de la photo avec ça, peut-être. Voilà, on peut l'imaginer, justement, de travailler avec cette intelligence-là. Mais en tout cas, on retrouve la présence de l'oxygène et de l'hydrogène à travers ces spectres, et c'est comme ça qu'on mesure justement le redshift. Donc c'est très intéressant. Donc NIRIS, voilà, avec lui aussi toutes ses roues à filtre et cette fonction justement de spectroscopie sans fente. Donc la même vue, mais en un petit peu plus gros, et vous voyez effectivement ces différents spectres, et c'est assez intéressant de le constater. Ceci n'est pas la seule étude qui a été faite sur ce champ, puisque on a fait appel aussi à NIRSPEC. NIRSPEC, vous le savez, c'est le monstre de ce télescope spatial James Webb, puisque c'est un spectrographe avec des micro-obturateurs. Et avec ça, on a étudié justement le spectre des galaxies les plus rouges, les plus petites, voilà. Et on a trouvé une galaxie à 13,1 milliards d'années-lumière de nous. C'est énorme parce que cette galaxie, elle est aux alentours, je crois, de 500 millions d'années-lumière, 500 millions d'années après le Big Bang. Vous
voyez, donc ça c'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que notre objectif c'est de remonter au plus proche du Big Bang pour voir la constitution déjà de la matière dans les premières heures entre guillemets qui ont suivi le Big Bang. Et donc effectivement, avec NIRSPEC, on a pu réaliser les premiers spectres. Donc ça c'est déjà une preuve que ça marche bien. Donc c'est ce truc-là. Le principe effectivement du redshift ici, de voir donc le même objet beaucoup plus dans le rouge. Et on avait le Ultra Deep Field là de Hubble à gauche, et à droite, bah, c'est donc la photo faite par NIRCam cette année avec le James Webb. Alors pour vous montrer juste un petit peu, alors là ce sont les spectres en question, voilà les micro-obturateurs, ici vus carrément au microscope. Et on s'attendait justement à pouvoir ressortir des spectres comme ça avec énormément de précision en fermant toutes les choses qui ne nous intéressaient pas pour avoir le spectre le plus précis, parce qu'on est sur des choses extrêmement peu lumineuses. Et là on ne peut pas se permettre clairement d'avoir une superposition de lumière d'autres choses. Donc voilà un petit peu ce que l'on a observé grâce à NIRSPEC sur cette zone-là, et c'est vraiment hyper intéressant. Ça nous prouve que le James Webb est là où il faut pour pouvoir continuer et il est conçu vraiment pour pouvoir faire ce genre de choses, et on le voit, et on a même 13,1 milliards d'années, en tout cas 13,1 milliards d'années pour l'âge de l'objet. La distance c'est assez particulier parce qu'il y a l'expansion de l'univers entre temps et tout ça, c'est plus compliqué, mais 13,1 milliards d'années. Donc là-dessus, justement, on a analysé ce spectre, et ça c'est aussi parmi les objets qui ont été les photos. Vous voyez, c'est tout petit, donc il y a quand même beaucoup de lumière diffuse autour, et c'est pour ça qu'il fallait NIRSPEC pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc on a vraiment des données intéressantes dans ces prises de vue. Numéro 5. Bah oui, on est déjà allé numéro 5, vous pensiez avoir vu qu'une seule photo déjà. Numéro 5, l'atmosphère de l'exoplanète WASP 96b. Et ça, c'est clairement un des objectifs du télescope spatial James Webb. Et en fait, le travail sur les exoplanètes se fera de deux façons. Il se fera par une observation directe à travers notamment un coronographe, etc. Le moment venu, ça se fera. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Mais la deuxième chose et la deuxième idée, quand même un petit peu plus délicate, elle est de travailler sur l'analyse du spectre d'une étoile quand la planète passe devant, et de mesurer l'absorption de la lumière de l'étoile par la fine couche d'atmosphère de la planète. C'est quand même c'est quand même assez culotté comme approche. Moi je trouve ça personnellement génial. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Donc, ils ont tenté de le faire, et ils nous ont publié, donc grâce à NIRISS, donc qui est toujours ce spectrographe sans fente, avec ce principe, ils nous ont sorti ce spectre. Donc NIRISS se situe ici sur le plan focal du James Webb, et c'est une observation sur 6,4 heures à peu près pendant le transit de cette exoplanète qui fait apparemment un tour tous les 3 jours à peu près, donc quand même elle passe régulièrement. Et donc ils nous ont sorti tout ce graphe un petit peu bizarre, donc je vous mets plus en plein écran. Et on retrouve quand même très bien là, la forme attendue sur les simulations de la présence de l'eau. Là, on le retrouve très bien. Dans les longueurs d'onde plus longues, c'est beaucoup plus délicat. Ça, il va falloir je pense qu'ils vont faire des études pour essayer de comprendre, peut-être essayer d'autres cas d'exoplanètes, mais ils ont quand même des éléments qui viennent nous montrer que le processus d'aller mesurer l'atmosphère d'une exoplanète au moment de son transit devant une étoile, ça fonctionne. Et ça, c'est quand même une première, si je ne m'abuse, d'arriver à faire cela. Donc, encore une très très belle réussite à mettre sur le crédit du James Webb. Les photos numéro 7 et numéro 8 sont des photos de la grande nébuleuse planétaire NGC 3132, donc de l'anneau austral, pas connu des observateurs de l'hémisphère nord. En fait, cette nébuleuse est toute petite. Et la photo, en fait, quand on y regarde bien, fait 4833 par 4501 à peu près de dimension, pour ce qui est de la photo faite avec NIRCam, et l'autre, MIRI, elle fait 1306 par 1133. Par contre, on est dans l'infrarouge moyen. Et comme je vous l'ai dit, on perd en pouvoir séparateur, donc c'est pas choquant d'avoir une photo qui est plus petite en termes de nombre de pixels.
Qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse planétaire? C'est finalement le résultat de la mort d'une étoile de la taille à peu près du Soleil, jusqu'à 8 fois la taille du Soleil. Une géante rouge qui devient une naine blanche et puis toute une nébuleuse autour. Mais cette photo, elle est quand même très très intéressante. Donc je vous propose d'aller voir quelques petits détails. Donc déjà parler un petit peu de MIRI, Mid Infrared Imager. Donc un instrument qui est constitué quand même d'un spectromètre d'un côté et d'un imageur de l'autre, et il y a même aussi un coronographe. Donc il y a quand même pas mal de choses sur cet instrument, tout un ensemble de roues à filtre également, et donc une partie de spectrographe aussi. En fait, ça, en continuant les recherches justement pour préparer cet épisode, j'ai retrouvé des éléments assez intéressants qu'on n'avait pas vus ensemble au moment de l'épisode où je vous avais présenté Voir l'invisible et différents capteurs. Donc vous avez la correspondance là ici des différents filtres qui peuvent se mettre devant MIRI. Et donc vous avez sur la gauche la partie coronographe et à droite une partie imageur avec deux possibilités aussi, là, deux capteurs. Donc en fait j'imagine qu'il doit y avoir même chose, un miroir dichroïque pour pouvoir séparer les deux flux. Et voilà un petit peu près la zone que l'on peut faire. Donc un des objectifs d'étudier les nébuleuses planétaires, c'est d'essayer de mieux comprendre encore la nucléosynthèse, et c'est-à-dire l'apparition des différents atomes qui constituent le monde qui nous environne, puisque vous le savez, à partir du Big Bang, il n'y avait que quelques éléments qui provenaient du Big Bang. Le reste provient de la vie, de la fusion nucléaire au cœur d'une étoile et de la mort de ces étoiles, soit en nébuleuse planétaire, soit carrément en supernova. Et c'est ça qui a constitué en fait le disque protoplanétaire qui est venu former notre système solaire. Notre Soleil, lui, continue de la fusion nucléaire d'hydrogène et d'hydrogène et un petit peu d'hélium aussi, surtout sur la fin de sa vie, qui était resté de l'étoile précédente, on va dire. Et par contre, tout ce qui constitue la Terre, etc., ça provient déjà d'un premier cycle de vie d'une étoile. Donc, voilà un petit peu la raison pour laquelle on essaye de les étudier. Et donc on a ici en fait 3 photos intéressantes à regarder ensemble. Pourquoi? Parce que Hubble avait déjà photographié cette nébuleuse. Une photo avec NIRCam en 2022, donc sur l'infrarouge proche. Une autre avec MIRI 2022, toujours James Webb, l'infrarouge moyen. Et enfin la troisième avec la Wide Field Planetary Camera 2 du télescope spatial Hubble, et ça date de 1995. Donc c'est pas la dernière caméra de Hubble. Et Hubble aurait été capable de faire quand même mieux à la fin de sa vie, et aujourd'hui même serait capable de faire mieux. Sincèrement, je trouve un peu dommage de ne pas avoir eu une prise de vue plus récente de la part d'Hubble pour faire les comparaisons. Est-ce que le jeu médiatique consistait à montrer, mais regardez l'énorme step qu'on a fait vis-à-vis d'Hubble? Peut-être, mais bon, voilà. Après c'est juste une supposition. Alors, si on regarde beaucoup plus dans le détail de cette photo, je vous ai fait quelques crops, j'ai resuperposé en fait les trois. Notez que le cadrage de Hubble est un peu plus restreint, ça se voit pas forcément, mais ça est un petit peu plus restreint que les deux autres, et d'ailleurs on va en parler. On voit qu'on a des détails absolument hallucinants sur la photo faite par NIRCam. On a vraiment là un gain de détails qui est complètement fou dans dans ces petites nébulosités, dans ces petites irrégularités un peu aléatoires qu'il y a au sein de cette nébuleuse. C'est juste magnifique. MIRI, regardez, une MIRI se retrouve à peut-être un petit peu moins de pouvoir séparateur que Hubble à l'époque, mais par contre on est dans l'infrarouge moyen et on voit des choses totalement différentes à l'intérieur de la nébuleuse, et c'est très intéressant. Miguel Montargès disait justement, sur l'image de NIRCam, on distingue des structures complètement inédites, des voiles, des poussières, des arcs de matière, des tentacules émises par les étoiles en formation. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. Alors en formation, dans le sens où on va découvrir qu'il y a une paire d'étoiles au cœur de cette nébuleuse. Par contre, on notera qu'on n'a pas les petites nébuleuses obscures là qu'on avait sur Hubble. Ça doit être des questions de longueur d'onde aussi. Au centre se trouve une paire d'étoiles. Ça, on le savait, on les voit très bien sur la photo de Hubble. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on note, en fait, on découvre que cette deuxième étoile centrale, en interaction. Alors déjà, on a plus de compréhension sur le phénomène, et en fait, on comprend que l'interaction des deux a un impact sur l'aspect global de la nébuleuse derrière. C'est assez compliqué à expliquer. Il faudrait presque faire un épisode dédié pour ça, mais vous comprenez que j'ai pas le temps.
en tout cas, ça nous permet de comprendre aussi des choses. Et surtout, ce qu'on note, c'est que la deuxième étoile est entourée d'une espèce de, là aussi, de nébulosité. Et voilà, on est en droit de comprendre qu'à la fin de sa vie, parce qu'apparemment, ça semble être une étoile quand même plutôt rouge, et bien, donc plutôt en fin de vie, on risque d'avoir une nébuleuse dans une nébuleuse. Mais bon, ça cessera dans longtemps. Hein. Je pense qu'on sera plus là, mais ça risque d'être intéressant. L'autre chose que l'on distingue sur cette photo, alors par contre sur une zone de ciel qui n'avait pas été photographiée par Hubble, le champ étant plus restreint, c'est la présence de deux galaxies qui sont quand même, qui n'étaient pas attendues finalement, qui n'étaient pas connues. L'une vue complètement par la tranche, elle fait penser justement à la galaxie de l'aiguille par exemple, à la galaxie du cigare, etc. Et une autre qui est plus vue par la face. On voit que les deux galaxies n'ont pas tout à fait le même aspect suivant la longueur d'onde. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des tonnes de galaxies inattendues sur les photos. Il y a une capacité, quand on observe un objet principal, à avoir justement des détails sur une galaxie qui se situe derrière et tout ça, qui est juste folle. Donc ça va être très intéressant. On va continuer à faire des découvertes aussi grâce à cela, avoir une meilleure compréhension de l'estimation statistique aussi du nombre de galaxies dans l'univers et tout, ça devrait être assez intéressant. 9e photo, vous voyez, il n'y en avait pas que 5. 9e photo, le quintet de Stéphan. Et le quintet de Stéphan a été photographié avec NIRCam et avec MIRI. Donc là, vous avez une première photo qui est une combinaison. Donc NIRCam et MIRI, on en a déjà parlé, ce sont les deux mêmes caméras finalement, ce sont un peu les caméras principales. 5 galaxies, dont 4 en interaction gravitationnelle, les 4 à droite. Alors, il s'agit d'une photo énorme, 12 600 x 12 100 pixels. C'est une mosaïque absolument énorme, et là qui a demandé quand même pas mal de boulot. Si j'ai bien compris, je crois qu'il a fallu 3 jours à peu près pour la faire. Pourtant c'est une zone qui est toute petite, hein. Ceux qui ont photographié ça avec un télescope le savent. On a utilisé là aussi tout un panel de filtres, 2 filtres côté MIRI, 6 filtres côté NIRCam, pour arriver à faire cette combinaison. Cette combinaison, pourquoi? Parce que justement, on voit apparaître aussi des choses dans l'infrarouge moyen que l'on ne voit pas dans l'infrarouge, donc dans l'infrarouge proche. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà la photo, en fait, strictement faite par MIRI. Vous voyez qu'on ne distingue pas franchement, ou en tout cas très différemment, l'aspect des différentes galaxies. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on voit vraiment que là, il y a quelque chose de complètement un peu erratique du fait justement des interactions gravitationnelles. On voit surtout, et là, j'ai nettoyé ils les ont mises avec un fond noir derrière. Je les ai nettoyés pour bien voir justement les aspects du travail en mosaïque. Donc c'est là où on comprend pourquoi cette photo a pris énormément de temps, parce qu'il a fallu faire plein de photos comme ça au fur et à mesure des prises de vue pour arriver à faire la totalité de la zone de la chaîne, donc du quintet de Stéphan. On continue avec les photos donc numéro 10, 11 et 12, quoique on pourrait déjà être à 11, 12, 13, si on considère qu'il y a quand même deux photos un peu combinées pour la photo précédente. C'est l'étude du trou noir qui se situe au cœur de NGC 7319, donc celle qui est la plus haute du quintet de Stéphan, et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a. Donc on peut faire une analyse de gaz. Pour ça, on a fait appel donc à MIRI, et justement grâce à la partie spectroscope de MIRI, d'étudier les différentes constitutions qui constituent la zone entourant ce trou noir. Il y a vraiment une résolution de dingue, et donc on arrive quand même à bien cibler la zone. La deuxième étude, c'est de continuer ça, là toujours mais cette fois avec NIRSPEC, hein, donc NIRSPEC il est à gauche, pardon, et d'aller retrouver justement et d'aller faire des images dans différentes longueurs d'onde et de voir différentes constitutions justement et des différences de matière. Enfin, une analyse de la vitesse, et cette fois c'est fait avec MIRI également, donc avec la partie spectroscopie, et de regarder les décalages, etc. Donc d'avoir une compréhension de la vitesse de ces gaz, de ces poussières autour de ce trou noir. Donc là aussi, 3 autres photos qui sont un peu passées inaperçues. Et comprenez que quand on connaît la taille dans le ciel de ces petites galaxies,
en tant qu'astronome amateur, on connaît beaucoup de galaxies beaucoup plus grosses que celle-là en termes de taille apparente. Donc ça veut dire que le télescope spatial James Webb va pouvoir aller fouiller, pourquoi pas au cœur de la galaxie d'Andromède, ou pourquoi pas au cœur de la galaxie du Triangle ou autre, pour aller voir des choses assez intéressantes. J'en doute absolument pas. Donc il n'y aura pas que les Event Horizon Telescope pour l'analyse des trous noirs. Le James Webb, ça fera partie aussi un petit peu de ses missions. 13e et 14e photo, la nébuleuse de la Carène et ces falaises de l'espace absolument fabuleuses, toujours avec ces deux, donc NIRCam et MIRI. Donc on voit une photo qui est absolument magnifique de couleur, magnifique de volume aussi. Elle est vraiment magnifique et on peut faire une comparaison avec ce qui avait été fait par Hubble à gauche et ce qui est fait maintenant par NIRCam. On voit qu'on a franchi vraiment un pas dans la capacité à voir des toutes petites étoiles, dans les détails, dans les contours de la nébuleuse. Il y a vraiment quelque chose de très très intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir plonger dans ces nébuleuses justement pour aller chercher la vie des étoiles. Donc ça c'est, je vous remonte ça, on revient finalement à la première photo des piliers de la création que je vous ai montré au début de cet épisode. Et donc voilà la photo de cette même zone, enfin d'une zone un peu plus restreinte, faite en combinaison cette fois entre NIRCam et MIRI. Et là aussi, on va pouvoir faire des découvertes à partir de cette zone. C'est vrai que c'est absolument magnifique. Dernière photo, et celle-là on ne l'attendait pas du tout. Ça a été un test qui a été fait pour commissionner donc c'est-à-dire valider que le télescope était bon à l'usage. En fait, ils ont pointé Jupiter dessus avec NIRCam et MIRI, ils ont fait juste 2 photos, donc on pourrait dire 15 et 16, 2 photos pour prouver en fait que le télescope était capable de suivre un objet en mouvement par rapport aux étoiles, puisque en toute logique, le télescope suit les étoiles au départ. Et là, la difficulté, c'est que, si vous avez bien compris, les Fine Guidance Sensors, les capteurs de guidage, ne sont pas en train de voir ce qu'on est en train de viser, mais en train de voir des étoiles derrière. Donc il va falloir forcément faire une compensation intelligente en connaissant la vitesse de notre planète et finalement, volontairement, en faisant un petit déplacement par rapport aux étoiles de façon à rester visé sur la planète. Donc a priori, ça marche. Et c'est juste 2 photos, là c'est vraiment 2 brutes, donc de Jupiter, et je pense que la photo de NIRCam est très très intéressante, parce que là on arrive quand même à voir voilà, des détails sur Jupiter qui sont intéressants. Si vous vous souvenez, je vous avais fait un live d'observation de Jupiter justement avec un filtre méthane à 890 nanomètres de longueur d'onde. On est en plein dans le domaine de vision du James Webb. Et vous avez pu remarquer, et là on le voit très bien sur la photo, que la grande tache rouge n'a pas du tout le même aspect qu'en visible. Donc on va pouvoir, grâce à ça, continuer à sonder un petit peu les planètes du système solaire. Ce n'est pas le cœur de la mission du James Webb, mais il y aura sans doute des choses intéressantes. Voilà, ça c'était on va dire la petite cerise sur le gâteau. Donc je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était pas trop technique, je suis désolé, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'ai passé ça fait 2-3 jours que je m'arrache les cheveux à savoir qu'est-ce que je pourrais vous dire. Et là, j'ai passé toute la journée à préparer les slides pour essayer de vous faire un contenu cohérent. Mais j'espère que ça vous permettra de faire le lien entre ces noms de capteurs et puis ce qu'on avait vu ensemble il y a quelques mois déjà, et finalement les photos que l'on peut obtenir. Et le jour où vous allez voir des futures photos du James Webb, vous allez comprendre quels sont les instruments qui ont été utilisés et commencer à comprendre justement comment le James Webb va nous permettre de mieux sentir l'univers qui nous entoure et faire des découvertes passionnantes. Je ne peux pas tout savoir, j'ai peut-être dit des petites bêtises, corrigez-moi dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. On est là pour essayer de comprendre ensemble l'univers et de comprendre ensemble aussi cette fabuleuse machine qu'est le télescope spatial James Webb qui va nous faire, à n'en point douter, rentrer dans une nouvelle ère de l'astronomie. Alors, bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, sachez que la chaîne Astro, c'est une chaîne qui est consacrée à la pratique de l'astronomie amateur, et en même temps, on fait le lien, justement, entre l'astronomie amateur et l'astronomie professionnelle, et vous avez plus de 250 tutoriels sur ma chaîne pour apprendre l'astronomie dans tous les domaines, l'observation planétaire, du ciel profond, la photo, fabriquer un télescope, le solaire, le lunaire, etc. Vous avez plein de choses sur ma chaîne. Alors, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.